Eliamine Soum, bonjour. Bonjour. Merci d'accorder cet entretien à l'Agence Info Libre. Je vous présenterai pour quelques auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore. Vous êtes professeur de relations internationales à Paris 3, Université de Paris 3. On a déjà eu le loisir de vous accueillir pour nous livrer des analyses sur Cuba, le Brésil et le Venezuela. Aujourd'hui, ce qui m'amène, c'est plutôt le virage qu'on est en train d'observer à droite sur le continent sud-américain avec les élections au Venezuela et en Argentine. On va commencer avec le Venezuela. Tout d'abord, puisqu'au début du mois de décembre, on a eu les élections législatives qui ont vu la victoire de l'opposition de droite, avec d'ailleurs la réaction de Manuel Valls et la contre-réaction de Maduro, le président vénézuélien. Est-ce qu'on peut revenir sur ces élections, s'il vous plaît ? D'abord, sur la question des élections au Venezuela, c'est quelque chose finalement de plutôt simple, parce que pendant longtemps, dans le débat français, on s'interrogeait sur est-ce que le Venezuela, c'est une démocratie ou non. Or, comme on l'a déjà évoqué sur votre chaîne, le Venezuela, lorsqu'on lit la Constitution, on s'aperçoit que la Constitution est plus démocratique que la nôtre, puisque on peut révoquer un élu à mi-mandat si on n'est pas satisfait, pour faire très simple. Et donc ce qui se passe, c'est que c'est un processus, je dirais, assez naturel d'alternance, un processus démocratique. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est intéressant, c'est que le Premier ministre, Manuel Valls, a envoyé une lettre en parlant justement, en revenant sur cette question de démocratie, une lettre un petit peu douteuse. Alors, ce qui est surprenant, c'est que c'est une victoire, on va dire, sur l'échiquier politique de la droite. Or, on sait qu'il y a une internationale socialiste et on peut s'interroger sur si Manuel Valls est réellement de gauche, parce qu'il soutient, il se félicite de la victoire de partis de droite. Donc c'est assez surprenant, alors qu'on sait que finalement il y a un certain nombre de réseaux de gauche à l'échelle internationale, et donc il y a eu bien évidemment une réaction de Maduro. Et donc par rapport à toutes ces questions, il y a des interrogations sur, une fois de plus, sur cette question de démocratie qui revient de manière régulière. Alors, il y a aussi un autre élément qui est important, c'est que c'est un élément du coup qui est plutôt géopolitique. C'est qu'est-ce qui s'est passé en Amérique latine. On a vu l'émergence de gauche qui s'inspire de plusieurs projets. Certaines s'inspirent du rêve bolivarien d'Union des Amériques, d'autres sont plus ou moins radicales. On a vu l'émergence de Lula, des figures comme Mujica, ou encore d'autres qui vont plus puiser dans cette idée d'un renouveau un peu indigène, notamment c'est le cas d'Evo Morales en Bolivie. Donc on a eu tout ce spectre un petit peu de gauche, et puis on sait que l'Amérique latine a été longtemps la chaise gardée des États-Unis, depuis la doctrine Monroe au XIXe siècle. Ça a été une chaise gardée dans le sens où ça a été un théâtre d'opérations, notamment à l'époque de la guerre froide entre l'Est et l'Ouest. Et progressivement, on assiste à une forme de ce que j'appellerais une deuxième indépendance des pays latino-américains, avec de véritables enjeux, parce que les inégalités sont tellement criantes, la réalité de la violence est tellement forte, c'est la zone où il y a le plus de violence au monde, c'est 40% d'homicides au niveau du monde, et c'est 8% de la population mondiale, donc il y a une surreprésentation de la violence. Donc les défis sont colossaux, et il y a aussi cette difficulté pour la gauche, notamment pour la gauche aujourd'hui au Venezuela, d'incarner un peu l'après-Chavez, qui a été une grande figure à l'échelle à la fois régionale et puis à l'échelle internationale. Donc il y a toutes ces difficultés-là. Et d'un point de vue géopolitique aussi, on peut s'interroger sur comment cette opposition vénézuélienne est aujourd'hui structurée. La question aussi des financements, je pense que c'est une question qui doit nous interroger, parce que bien évidemment qu'il y a les démocraties, et nous le savons ici ou ailleurs, il y a les démocraties du vote, et puis il y a les coulisses. Les coulisses, bien évidemment, il se passe tout un tas de choses. Il faut des moyens pour réaliser une campagne, il faut des médias, et donc voilà. Mais on peut dire que oui, c'est différents points. C'est vrai que ce qui est plutôt surprenant, c'est de voir cette réaction de Manuel Valls, qui se félicite d'une avancée de la démocratie, alors que bon, une fois de plus, on peut regarder dans les détails, mais la constitution vénézuélienne là-dessus est assez claire. Et il soutient des militants, des responsables politiques de droite. Donc, voilà. Tout aussi étonnant, c'est la réaction qu'a eu Maduro, puisqu'il a accusé Manuel Valls de faire de l'impérialisme, de faire de l'ingérence, et
limite de parler de lui comme si c'était quelqu'un d'extrême droite. Sa réaction a été assez virulente. Est-ce que vous savez comment elle a été accueillie, cette déclaration de Manuel Valls au sein du peuple vénézuélien? Alors, au niveau du Venezuela, c'est toujours assez clivé, hein. Il y avait, même à l'époque de Chavez, des anti des pros Chavez, même si lorsqu'ils venaient ici à Paris, ils étaient les premiers à aller prendre des photos avec Chavez, les anti-Chavez finalement, parce que c'était une figure euh, bah, qui incarnait énormément de choses. C'est la figure du leader charismatique. On se Hein, par rappelle de exemple. Mélenchon qui s'était pris en photo avec Chavez par exemple. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de leaders. Bon, il inspirait une partie effectivement de la gauche française, hein, notamment Jean-Luc Mélenchon. Mais ce qui est intéressant, c'est que il y a cette réaction un peu timorée, mais en général, c'est assez mal perçu ce type d'ingérence. C'est de dire finalement dans les pays du Sud, qu'est-ce qu'on vient nous donner comme leçon, sachant que lorsqu'aujourd'hui on fait le bilan des relations internationales, donc entre les nations, et puis des ventes d'armes, on peut s'apercevoir qu'aujourd'hui on est loin de pouvoir donner des leçons, puisque on vend des armes aujourd'hui à des pays qui font la promotion du terrorisme et d'idéologies fondamentalistes, voire extrémistes. Donc je veux dire, cette espèce de sélection de qui serait un bon démocrate et qui ne le serait pas pose des vraies questions d'ingérence. Une ingérence politique, et puis de deux, une ingérence d'un point de vue militaire, dont on voit aujourd'hui les dégâts à l'échelle notamment du Proche-Orient. Il y a eu d'autres élections assez importantes sur le continent le mois dernier, puisqu'on parle des présidentielles qui ont eu lieu en Argentine et qui ont vu la victoire du candidat libéral Mauricio Macri. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur le contexte de ces élections en Argentine? Alors, comme je le disais tout à l'heure, la gauche en Amérique latine a connu plusieurs projets. Hein. L'Argentine était plutôt dans une logique, d'une certaine manière, de protectionnisme, d'essayer, la logique de Kirchner, Cristina, c'était d'essayer de protéger les entreprises, d'essayer justement de revoir toute cette politique qui a été catastrophique, un peu, la politique notamment des ajustements structurels en Argentine, qui a mis tout un tas de fonctionnaires à la rue, qui a fait qu'ils n'étaient pas payés. Donc il y avait cette volonté peut-être de contrebalancer et d'avoir une politique plus à gauche. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en Amérique latine, il y a aussi une tradition libérale. Il y a des courants qui sont assez puissants, qui sont organisés que ce soit d'un point de vue politique et puis d'un point de vue économique. Donc il n'est pas étonnant de voir aujourd'hui que une victoire de Macri dans ce spectre un peu, si on le met dans un temps long, historique, on s'apercevra qu'il y a toujours eu cette tendance libérale. Et puis on peut dire qu'il y a eu une sorte d'essoufflement aussi autour de ce que pouvait représenter Kirchner en termes de renouveau. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y a cette réalité-là, et une fois de plus, d'un point de vue aussi géopolitique, parce qu'il faut toujours prendre les choses dans leur globalité, eh ben, on sait qu'il y a des liens qui sont établis entre Macri et l'Amérique du Nord. Hein. C'est pas du complotisme, c'est pas du délirant, c'est simplement que ce sont des liens dans les relations internationales. Il y a des réseaux de soutien, et donc on peut s'interroger sur qu'est-ce qui est en train de se passer progressivement, puisque l'Amérique latine était dans une espèce de bascule, on va dire plutôt sur la gauche, une fois de plus, avec une gauche extrêmement diverse. Et là, on voit qu'il y a un retour de certaines formes de libéralisme, notamment en Argentine. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec la forme de libéralisme qu'on a eu dans les années 70-80 sur l'ensemble du continent sud-américain? Ouais. Alors, c'est différent de ce qui a pu se produire par le passé. Par le passé, il y a eu ce qu'on a appelé la confrontation entre l'Est et l'Ouest. Il y avait des réseaux économiques, notamment les Chicago Boys. On ne voulait pas que ces pays basculent sous le giron soviétique, sous le giron marxiste. Donc les Chicago Boys, c'est tous ceux qui ont participé à l'élaboration des programmes économiques de Pinochet. Donc il y avait des idéologies qui partaient directement, notamment des universités américaines. Aujourd'hui, le contexte géopolitique est différent. Les pays d'Amérique latine ont connu des transitions démocratiques,
pour la majorité d'entre eux dans les années 80. Donc les choses ont évolué et la menace aujourd'hui à l'échelle internationale, ce n'est pas l'Amérique latine ou encore le communisme. Aujourd'hui, la menace elle se situe plutôt au Proche-Orient. Enfin voilà. Donc il y a ce contexte qui est différent. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'à travers ce qu'on appelait le consensus de Washington, c'est-à-dire le FMI, la Banque mondiale, il y a toujours une volonté impérialiste sur le continent latino-américain, mais qui se fait de façon différente. On ne le fait plus à travers les différentes opérations, notamment l'opération Condor. Ça se fait de façon beaucoup plus nuancée, ça se fait à travers des réseaux de soutien, puisqu'on n'est plus dans cette confrontation aussi forte d'un point de vue idéologique, donc les réponses sont beaucoup plus douces. Néanmoins, elles sont là, les mécanismes continuent d'exister. Donc il n'y a pas cette opposition qu'on pouvait retrouver entre l'Est et l'Ouest. Aujourd'hui, c'est une opposition qui est beaucoup plus soft, pour ainsi dire, et donc les mécanismes sont différents. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi ici comment on décrédibilise les différentes expériences. On peut les critiquer et on doit le devoir de les regarder avec un regard, mais un vrai regard critique, pas en posant d'abord la question est-ce qu'ils sont démocratiques, est-ce qu'ils sont un peu fous, est-ce que ce sont des projets complètement décalés, est-ce qu'on peut regarder ces expériences dans un contexte différent, dans un contexte, comme je le disais tout à l'heure, qui est marqué par de profondes inégalités, c'est-à-dire que ces inégalités sont liées aux structures d'Amérique latine, des grands propriétaires terriens, de l'esclavage, voilà, donc une organisation sociale où il y a, qui est marquée par à la fois cette violence symbolique, cette violence sociale, et puis cette violence réelle sur le terrain. Donc les défis sont, on n'est pas comme en Europe, hein, les défis sont assez colossaux, et pourtant il y a des lignes qui sont en train de bouger, y compris d'un point de vue des relations internationales. Ce que font par exemple les Cubains, aujourd'hui ce sont plusieurs millions de personnes qui ont été opérées de la cataracte, dont le type qui a tué Che Guevara a été opéré de la cataracte pour l'anecdote. Donc ça, c'est aussi une autre lecture des relations internationales. On n'envoie pas des armes ou des personnes pour bombarder tel et tel pays ou imposer la démocratie. Donc il y a une autre vision qui est intéressante et qu'il faut observer avec une analyse, je dirais, intelligente et non pas une analyse un peu excitée comme peut le faire le Premier ministre. Voilà. Petite question pour finir, il y a eu la COP21 il y a quelques semaines, 2 semaines, 3 semaines, début du mois à Paris. On a vu l'intervention de Evo Morales qui a été extrêmement virulente à l'encontre des grandes entreprises et des sociétés occidentales du côté de la pollution. Est-ce qu'on peut revenir sur ces déclarations et savoir peut-être ce qu'il y a à en tirer, comment ça a été vu en Amérique latine? Alors, sur la déclaration d'Evo Morales, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il faut tenir un discours de réalité, ce qu'on n'a pas. C'est-à-dire que c'était des discours assez feutrés sur la réalité. La réalité aujourd'hui, c'est qu'au XXIe siècle, le plus grand génocide, ce sont les populations indigènes qui sont en train de le vivre sous le silence. Le plus complet, parce qu'il y a effectivement des intérêts d'un certain nombre de ce qu'on appelle des multinationales, c'est-à-dire des entreprises qui sont entre plusieurs pays, qui peuvent s'accaparer des richesses de tel et tel pays. Et donc ce discours, il est extrêmement important, sachant que la grande question du XXIe siècle, bien évidemment, c'est celle-ci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'écologie, les questions d'environnement, c'est ce qui fait le lien entre l'humanité. Surtout à l'ère de la mondialisation de l'homme. C'est quoi la mondialisation de l'homme? C'est l'homme qui se ressemble de plus en plus aux quatre coins de la planète, qui consomme la même chose. Son intérieur, chez soi, son lieu domestique est organisé de la même façon. Il passe le même temps à regarder les mêmes séries et les films américains. Il passe le même temps à consommer dans ces nouveaux temples que sont les lieux de consommation. Donc ça, c'est la mondialisation. L'homme, il se ressemble, mais plus cette mondialisation avance, plus on a des vernis idéologiques, identitaires, où on dit « moi, je suis ça », qui relèvent souvent du discours, mais pas des pratiques. Et donc, dans cette mondialisation de l'homme, la nature en a que faire des querelles égoïstes. Et la réalité, c'est que Evo Morales a raison de dire qu'aujourd'hui, il pointe du doigt une nécessité absolue, qui est celle de regarder aujourd'hui qui sont les responsables, qui sont les plus grands pollueurs.
Et donc il y a une réalité qui se pose pour les pays du Nord, parce qu'on n'accepte pas les mouvements migratoires du Sud. Par contre, on continue de s'approprier d'un certain nombre de ressources, et avec la complicité d'un certain nombre d'États du Sud, et pas seulement ceux dont Manuel Valls fait la morale en s'interrogeant s'ils sont démocratiques ou pas, ou en se félicitant d'une victoire de la droite, comme c'est le cas au Venezuela. Voilà. Les faits donnent raison à Evo Morales, puisqu'il y a des catastrophes naturelles qui ont cours actuellement, notamment au Brésil. Je ne sais pas si on peut en dire un petit mot. Ouais. Alors, sur la question des catastrophes, on ne peut pas prédire l'avenir, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le nombre de réfugiés climatiques est plus important que le nombre de réfugiés liés à des questions politiques. Donc, c'est un véritable enjeu du XXIe siècle. C'est vrai que lorsqu'on voit notamment le débat français, on a l'impression qu'on n'est que sur des petites querelles identitaires dont la nature a que faire, et à mon avis, elle nous le rendra pas forcément bien, parce qu'à un moment donné, elle se vengera certainement de ce qu'on est en train de lui faire. Benyamin Soum, merci beaucoup. Merci. À bientôt.